Ils ont donné toute leur vie à leurs enfants, mais à leur vieillesse, ils se sont retrouvés abandonnés dans les montagnes, avec une simple tente fragile, au milieu d'une tempête de neige. Personne ne devait découvrir ce qui leur est arrivé ensuite. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Walter et Nancy Brooks vivaient ensemble depuis plus de 50 ans. Leur maison n'avait jamais été grande ni particulièrement belle, mais elle avait toujours été pleine de choses invisibles à ceux qui ne savaient pas regarder. Des habitudes, des silences partagés, des souvenirs déposés dans chaque recoin. Le matin commençait presque toujours de la même façon. Walter se levait lentement, en faisant attention à ses genoux usés par des décennies de travail debout, et Nancy préparait le café en écoutant les bruits familiers de la maison, comme si ces sons confirmaient que le monde tenait encore debout. Ils avaient bâti leur vie sur une conviction simple, presque naïve. Si l'on travaille honnêtement, si l'on donne tout à sa famille et surtout à ses enfants, alors, quand viendra le temps de la faiblesse, personne ne vous laissera tomber. Cette idée avait été leur boussole pendant toute une existence. Walter avait passé sa vie dans des lieux où le temps semblait s'écouler différemment, dans des entrepôts et des usines où les journées s'étiraient sur 12 heures et où l'on vieillissait plus vite que sur un calendrier. Il connaissait le poids des cartons, le froid des hangars à l'aube et la fatigue qui s'installe dans les os sans jamais vraiment repartir. Il ne se plaignait pas. Il n'en avait jamais pris l'habitude. Pour lui, le travail était une évidence, presque une obligation morale, et supporter la douleur faisait partie du contrat silencieux qu'il avait accepté en devenant adulte. Il rentrait le soir avec cette lassitude profonde qui ne se voit pas toujours, mais qui façonne un caractère fait de retenue et de résistance. Nancy, de son côté, avait transformé cette maison modeste en un véritable foyer. Elle savait comment étirer un budget trop serré, comment faire naître une sensation de chaleur même quand le chauffage fonctionnait à peine. Comment préparer un repas qui donnait l'impression d'abondance alors que les réserves étaient limitées. Elle avait cette capacité rare de créer de l'ordre quand tout semblait menacé de se désagréger. Des listes griffonnées, des bocaux soigneusement alignés, des gestes répétés 1000 fois. C'était sa manière de tenir le chaos à distance. Elle ne parlait pas souvent de ses propres peurs, mais elles existaient, enfouis sous une détermination tranquille. Ils avaient élevé 5 enfants, et chacun d'eux occupait une place précise dans leur histoire. Richard, l'aîné, avait toujours été considéré comme le plus sérieux, celui à qui l'on pouvait confier des responsabilités sans hésiter. Walter et Nancy lui faisaient confiance naturellement, presque sans réfléchir, convaincus qu'il avait hérité de leur sens du devoir. Lorraine, leur fille, était restée longtemps très proche de sa mère. Elle appelait souvent, promettait de passer, disait qu'elle serait toujours là. Les jumeaux, Daniel et Dylan, formaient un duo indissociable. Ils prenaient leurs décisions ensemble, parlaient souvent d'une seule voix et donnaient l'impression rassurante d'une solidarité permanente. Le plus jeune, Brian, semblait être la réussite incarnée. Il avait gravi les échelons, porté des vêtements chers, parlait avec assurance, comme quelqu'un qui n'avait jamais eu à compter les pièces au fond de sa poche. Walter et Nancy regardèrent chacun d'eux avec fierté, persuadés d'avoir bien fait, d'avoir transmis ce qu'il fallait. Tout a commencé à se fissurer le jour où Walter a fait un AVC. Le corps qu'il avait porté toute sa vie l'a soudain trahi. Il se souvenait d'une sensation de vertige, d'une lourdeur étrange, puis de la peur dans les yeux de Nancy. L'hôpital est devenu un lieu familier, avec ses couloirs impersonnels et ses mots médicaux qui semblaient réduire une vie entière à quelques diagnostics. La récupération fut lente et incomplète. Ses mains tremblaient parfois, sa vision se brouillait sans prévenir, et il devait accepter une dépendance qu'il n'avait jamais connue. Nancy était là à chaque instant, attentive, épuisée, mais décidée à ne pas laisser la peur prendre le dessus. Avec la maladie sont arrivées les dépenses. Les médicaments, les examens, les trajets jusqu'à la clinique ont commencé à engloutir leurs économies plus vite qu'ils ne l'avaient imaginé. Au début, ils ont simplement repoussé des réparations jugées non urgentes. Puis ils ont commencé à réduire leur propre confort, à baisser le chauffage, à acheter moins cher. Ensuite sont venues les décisions plus douloureuses. Vendre des meubles, des outils, des objets conservés pendant des décennies. Chaque vente était un petit deuil, non pas pour l'objet en lui-même, mais pour ce qu'il représentait.
Ils perdaient des fragments de leur histoire, pièce après pièce. Le plus terrible n'est pas arrivé avec la maladie, mais avec ce qui a suivi. Richard, l'aîné, est intervenu en proposant son aide pour mettre de l'ordre dans les papiers. Walter, affaibli, ne voyait aucune raison de se méfier. La confiance était ancienne, presque automatique. Dans cet état de vulnérabilité, les détails juridiques semblaient lointains, abstraits. Plus tard, bien plus tard, un avocat leur expliquera avec des mots froids que la signature avait été falsifiée, que la maison ne leur appartenait plus et que prouver la fraude serait possible, mais long et coûteux. Des ressources qu'ils n'avaient plus. Ils n'ont pas été chassés immédiatement. On les a d'abord placés, un mot doux pour masquer une réalité brutale. Les jumeaux ont trouvé une pension pour personnes âgées, abordable, disait-il, et ils ont promis de venir régulièrement. Les premiers jours, les visites ont eu lieu, puis les excuses ont commencé. Le travail, les enfants, la fatigue. Peu à peu, le téléphone est resté silencieux. Quand la direction de la pension leur a annoncé que les paiements avaient cessé et qu'il leur fallait chercher une alternative, Walter et Nancy ont compris que quelque chose de fondamental s'était brisé. Nancy passait des nuits entières éveillée, allongée dans un lit qui n'était pas le sien, à écouter la respiration de Walter et à se demander comment ils en étaient arrivés là. Walter, lui, fixait souvent le plafond, revivant mentalement chaque choix, chaque sacrifice consenti pour leurs enfants. Ils ne ressentaient pas encore de colère, seulement une incompréhension sourde. Ils avaient donné tout ce qu'ils avaient, convaincus que cela suffirait. Sans le savoir, ils se trouvaient déjà au bord d'une chute qui allait les emporter bien plus loin qu'ils ne pouvaient l'imaginer. La pension pour personnes âgées devait être une solution provisoire. C'est ainsi que les jumeaux l'avaient présenté, avec des voix calmes et rassurantes, comme si le mot provisoire avait encore un sens dans une vie déjà fragilisée. Walter et Nancy avaient quitté leur maison avec une valise chacun, laissant derrière eux des murs qui avaient porté leur joie, leurs disputes et leur silence. Dans la chambre étroite qui leur avait été attribuée, tout semblait emprunté, interchangeable, sans mémoire. Les meubles étaient fonctionnels, les couleurs neutres, et l'air portait cette odeur particulière des lieux où l'on attend plus qu'on ne vit. Walter ressentait cette humiliation sourde de dépendre d'un règlement et d'horaires imposés, lui qui avait toujours organisé ses journées autour du travail. Nancy, fidèle à elle-même, tenta d'instaurer une forme d'ordre, de disposer quelques objets personnels sur la table de chevet, comme pour prouver que leur identité n'avait pas entièrement disparu. Les premiers jours, les visites des enfants eurent lieu. Les jumeaux venaient ensemble, parlant de leurs obligations, répétant qu'ils faisaient de leur mieux. Lorraine appelait souvent, promettant de passer bientôt. Même Richard donnait parfois signe de vie, toujours pressé, toujours occupé. Walter observait ses allées et venues avec une reconnaissance silencieuse, persuadé que cette période difficile finirait par s'estomper. Nancy, elle, percevait déjà une distance nouvelle dans les regards et les mots. Les excuses arrivaient facilement, comme si elles avaient été préparées à l'avance. Un rendez-vous annulé devenait 2, puis 3. Les appels se faisaient à plus court, plus rares. Peu à peu, la pension cessa d'être un refuge temporaire pour devenir une antichambre de l'oubli. Les jours se ressemblaient, rythmés par les repas et les annonces au haut-parleur. Walter avait de plus en plus de mal à cacher sa frustration. Son corps, affaibli par l'AVC, réagissait mal à l'inaction forcée. Il se sentait inutile, réduit à attendre. Nancy, quant à elle, s'efforçait de maintenir une apparence de normalité, mais les nuits étaient longues. Elle se réveillait souvent, le cœur serré, se demandant quand quelqu'un viendrait frapper à leur porte. La réponse arriva sous une forme inattendue et brutale. Un matin, la direction de la pension demanda à les voir. Les mots furent prononcés avec une politesse professionnelle, mais leur sens était sans appel. Les paiements avaient cessé. Sans régularisation rapide, ils devraient quitter les lieux. Walter sentit un froid lui parcourir l'échine, bien plus intense que celui de l'hiver à venir. Nancy tenta de poser des questions, de comprendre, mais tout était déjà décidé. Il n'était plus qu'un dossier en suspens. Les appels aux enfants commencèrent aussitôt. Les jumeaux ne répondaient pas. Lorraine rappela plus tard, la voix hésitante, promettant de voir ce qu'elle pouvait faire. Richard ne décrocha pas. Le temps passait et chaque minute rendait la situation plus urgente. C'est alors que Nancy suggéra d'appeler Brian.
le plus jeune. Celui qui semblait avoir réussi, celui dont la vie brillait d'une lumière que les autres n'avaient jamais atteinte. Pour Walter, cette idée était douloureuse. Demander de l'aide à son propre enfant était une épreuve qu'il n'avait jamais envisagée. Pourtant, il n'avait plus le luxe de l'orgueil. Brian répondit rapidement. Sa voix était calme, presque détachée. Il accepta de les recevoir chez lui. Le trajet jusqu'à sa maison révéla un contraste cruel. La demeure de Brian se dressait derrière une façade moderne de verre et de métal. 2 voitures luxueuses étaient garées devant, et un bateau reposait sur une remorque, prêt à être utilisé pour des loisirs que Walter et Nancy n'avaient jamais connus. Nancy sentit une pointe d'amertume en pensant que cette abondance avait été rendue possible par les sacrifices qu'ils avaient consentis. À l'intérieur, la conversation fut brève et froide. Brian parla de ses obligations, de ses crédits, de ses enfants, du marché instable. Il expliquait tout avec des mots soigneusement choisis, comme un homme réglant un problème administratif. À aucun moment il ne demanda comment ils allaient vraiment. À la fin, il leur tendit un vieux sac de randonnée contenant une petite tente. Une tente d'été, usée, aux coutures rafistolées. Sur son téléphone, il montra une carte indiquant un emplacement en montagne à une 40aine de minutes de route. Un endroit calme, disait-il, presque comme une suggestion de vacances. Nancy sentit monter en elle une révolte muette, mais elle s'éteignit aussitôt. Elle comprit que discuter serait inutile. Walter ne dit rien. Il accepta le sac, conscient que refuser ne changerait rien. Ils repartirent dans leur vieille berline, celle qui les avait accompagnés pendant des années, leur dernier bien vraiment fidèle. La route vers les montagnes fut longue et éprouvante. Walter dut s'arrêter à plusieurs reprises, pris de vertige soudain. Nancy, submergée par l'émotion, éclata en sanglots au bord de la route, incapable de reprendre son souffle. Dans ce moment de faiblesse, elle prononça enfin les mots qu'elle retenait depuis trop longtemps. Ils avaient tout donné, et pourtant, on les avait abandonnés. Walter l'écouta en silence, sentant en lui s'effondrer les dernières certitudes qu'il avait soutenues toute sa vie. Lorsqu'ils atteignirent la clairière indiquée, le ciel était lourd et gris. Le camping était désert, la saison depuis longtemps terminée. La terre était dure, l'herbe cassante sous leurs pas. Walter tenta de monter la tente, mais ses mains tremblaient, ses doigts refusaient de coopérer. Nancy voulut l'aider, mais la douleur dans ses genoux l'obligea à rester assise dans la voiture. Quand la tente fut enfin dressée, elle semblait fragile, presque dérisoire face à l'immensité silencieuse qui les entourait. La nuit tomba rapidement, et avec elle le froid. Ils enfilèrent toutes les couches de vêtements qu'ils possédaient. Les sacs de couchage étaient minces, incapables de retenir la chaleur. Walter serra Nancy contre lui, non par tendresse, mais pour lutter contre l'engourdissement. Alors que le vent se levait, il comprit que ce lieu n'était pas un refuge, mais une mise à l'écart. Le froid ne demandait pas la permission. Il s'installait déjà, prêt à les mettre à l'épreuve d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le matin se leva sans lumière véritable. Ce ne fut pas un réveil, mais une continuation de la nuit, car le froid n'avait jamais cessé de serrer leur corps. Walter ouvrit les yeux avant l'aube, non parce qu'il était reposé, mais parce que la terre gelée sous le mince tapis isolant semblait aspirer la chaleur directement de ses os. Autour de lui, la tente respirait faiblement, se gonflant et se rétractant sous les rafales de vent. Chaque mouvement produisait un froissement sec, comme si la toile elle-même se plaignait de devoir tenir encore. Nancy était réveillée elle aussi. Il n'était plus nécessaire de se demander qui dormait et qui veillait. Le froid effaçait ces distinctions. Ils échangèrent de quelques mots à voix basse, non par peur d'être entendus, mais parce que parler demandait désormais un effort. Walter se redressa lentement, prit la petite bonbonne et alluma le réchaud. La flamme jaillit, hésitante, fragile, mais suffisante pour chauffer une conserve de soupe. Ce geste simple, presque banal, devint leur premier rituel de survie. Tant que la flamme existait, tout n'était pas encore perdu. Les jours commencèrent à se ressembler, au point que le temps perdit toute consistance. Ils se levaient dès que le froid devenait insupportable, faisaient quelques pas autour de la clairière pour forcer le sang à circuler, puis revenaient s'asseoir dans la tente. Nancy s'acharnait à maintenir une forme d'organisation, comme si cet ordre pouvait contenir le chaos qui les encerclait. Elle comptait les boîtes de nourriture, répartissait les portions avec une précision presque cruelle,
notait mentalement ce qu'il pourrait manger le lendemain. Elle trouva un moyen de chauffer de l'eau et de la verser dans de vieilles bouteilles en plastique qu'elle glissait dans leur sac de couchage. Ces petites poches de chaleur devenaient des trésors qu'elle déplaçait avec soin pour prolonger quelques minutes de confort relatif. Mais le corps humain n'oublie pas son âge. Les mains de Nancy commencèrent à la trahir. L'arthrite, jusque-là supportable, devint une douleur constante. Ses doigts se raidissaient, perdaient leur souplesse, et tenir une tasse devenait une épreuve. Walter le remarqua, mais elle évitait son regard, refusant d'admettre à quel point cela lui faisait mal. De son côté, Walter savait que quelque chose d'essentiel manquait. Ses médicaments pour la tension s'épuisaient. Le dernier comprimé avait été avalé sans commentaire. Il n'en parla pas à Nancy. À quoi bon ajouter une peur de plus à celle qui les entourait déjà? Le 4e jour, le temps changea. Le ciel se referma complètement et la neige commença à tomber. D'abord doucement, presque timidement, comme un simple chuchotement contre la toile de la tente. Puis les flocons devinrent plus lourds, plus serrés, jusqu'à transformer l'air en un rideau opaque. Walter sentit la pression s'accentuer au-dessus de leur tête. Il se leva en sursaut, poussa la toile de l'intérieur, puis sortit malgré le froid pour dégager la neige accumulée. Chaque mouvement lui coûtait. Son souffle se faisait court, et ses bras semblaient peser une tonne. Lorsqu'il rentra enfin dans la tente, trempé et haletant, il comprit que la tempête ne serait pas brève. C'est cette nuit-là qu'il vit Nancy changer. Elle ne frissonnait plus comme avant. Sa peau prit une teinte inquiétante. Ses lèvres devinrent bleutées et son regard semblait passer à travers lui sans vraiment le voir. Walter sentit une panique sourde monter en lui. Il n'était plus question d'inconfort ou de fatigue. Il reconnut les signes qu'il avait entendus autrefois à la télévision ou lus dans des brochures médicales. L'hypothermie, la véritable, celle qui ne laisse pas de seconde chance. Il ralluma le réchaud avec des gestes maladroits, fit bouillir de l'eau, enveloppa Nancy dans tout ce qu'il put trouver. Il parla sans s'arrêter. Il évoqua leur jeunesse, les premiers temps difficiles, la maison, le jardin, les étés passés à regarder les enfants courir. Sa voix tremblait, mais il continuait, persuadé que ces mots étaient la seule corde qui la retenait encore à la réalité. Lentement, Nancy réagit. Ses yeux se focalisèrent à nouveau. Sa respiration se fit plus régulière. Elle murmura alors une phrase qui resta suspendue dans l'air glacé. Elle dit qu'il pourrait ne pas s'en sortir. Elle ne pleurait pas. Elle constatait. La neige tomba pendant 2 jours entiers. Le monde se réduisit à un cercle blanc et silencieux. Walter passa des heures à dégager la tente, à économiser le moindre geste. Il mangeait de moins en moins, laissant la plus grande part à Nancy. Ce n'était pas un sacrifice héroïque, simplement un calcul froid. Elle avait besoin de force. Lui pouvait encore tenir. Quand la flamme du réchaud commença à faiblir, il comprit que la fin de ce soutien fragile approchait. Le moment où le feu s'éteignit fut étrangement calme. Il n'y eut pas de bruit, pas de drame, seulement une absence soudaine. La tente sembla devenir plus silencieuse encore, comme si elle avait compris que quelque chose d'essentiel venait de disparaître. À partir de là, ils ne luttaient plus vraiment. Ils existaient. Chaque respiration était une décision. Chaque minute une victoire infime. Walter vérifiait sans cesse que Nancy respirait encore, posant parfois sa main sur elle pour sentir la chaleur résiduelle de son corps. La neige finit par cesser, laissant derrière elle un paysage figé. Un matin, une lueur dorée traversa la toile de la tente. Walter crut d'abord à une illusion. Puis il entendit un son, lointain, presque irréel, un moteur. Le bruit se rapprocha, se précisa. Des pas crissèrent sur la neige. Une portière claqua. Une voix étrangère appela dans la clairière. Walter rassembla ce qu'il lui restait de force et sortit de la tente, chancelant. Il ne savait pas encore si ce qu'il voyait était réel ou le dernier tour que lui jouait son esprit épuisé. Mais pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était plus total. Et dans ce simple fait résidait déjà une promesse. Walter resta un instant immobile à l'entrée de la tente, les yeux plissés par la lumière qui se reflétait sur la neige fraîche. Le monde semblait irréel, comme s'il avait franchi un seuil invisible entre 2 états de conscience. L'homme qui avançait vers lui avait une démarche assurée, lente, celle de quelqu'un qui connaissait ses montagnes et leurs pièges. Il portait une veste épaisse usée par le temps, une barbe grise encadrait un visage marqué par les années,
et le vent, et ses yeux fatigués observèrent la scène sans panique, avec cette lucidité née de l'expérience. Derrière lui, un vieux pick-up, robuste malgré son âge, ronronnait encore doucement. L'homme se présenta simplement. Howard Kincaid. Il n'attendit pas que Walter trouve les mots. Il jeta un regard à la tente, au ciel, puis à Walter lui-même, et comprit tout. Sans poser de questions inutiles, il entra dans la tente, vit Nancy recroquevillée, pâle, presque translucide. À partir de cet instant, il cessa d'être un étranger. Il devint une présence active, efficace. Il sortit de son véhicule des couvertures thermiques, des chaufferettes, des chaussettes en laine, de la nourriture. Il régula leurs gestes, les empêcha de boire trop vite, de se lever trop brusquement. Il agissait avec une autorité douce, celle qui ne laisse pas de place à la honte quand la survie est en jeu. Walter observait chaque mouvement avec une gratitude muette. Howard trouva même quelques médicaments, des comprimés qu'il glissa dans la main de Walter, en expliquant simplement qu'en montagne, il fallait parfois faire passer l'humain avant les règles. Nancy reprenait peu à peu des couleurs. Le froid reculait, lentement, comme une bête contrainte de lâcher prise. Lorsqu'enfin ils purent le respirer sans trembler, Howard s'assit près d'eux et, presque naturellement, parla de sa femme, Marilyn. Elle était morte quelques années plus tôt, mais elle avait laissé derrière elle une habitude tenace, celle de ne jamais ignorer ceux qui semblaient perdus. Elle recueillait les gens comme d'autres recueillent des animaux errants. Après sa mort, Howard avait compris que s'ils cessaient de faire ce qu'elle faisait, alors la meilleure part de leur vie disparaîtrait avec elle. Il resta plusieurs heures, jusqu'à ce que Nancy puisse parler normalement et que Walter retrouve un peu de force dans ses jambes. Avant de partir, il promit de revenir, et il tint parole. Le lendemain, il apporta de la nourriture et des vêtements chauds. Le jour suivant, des médicaments supplémentaires. Puis il ne vint plus seul. D'autres arrivèrent, des visages marqués par des vies simples, des gens qui se connaissaient sans appartenir à une organisation officielle. Une ancienne infirmière nommée Carol, directe et attentive, examina Nancy avec un sérieux qui n'admettait aucune discussion. Un homme appelé Evan apporta des caisses de provisions et un petit chauffage. Un pasteur, George, parla peu, mais ses paroles avaient le poids de décisions mûries. Ils proposèrent une solution qui n'avait rien de provisoire. Un petit chalet appartenant à la communauté, vide depuis des années, pouvait devenir leur refuge. Il n'y avait pas de conditions, pas de contrat à signer. Juste une porte qui s'ouvrait. Le jour où Walter et Nancy y entrèrent, la chaleur les enveloppa comme une promesse tenue. Nancy prit une douche longue et silencieuse, laissant l'eau emporter des semaines de peur. Walter dormit profondément pour la première fois depuis longtemps, sans que le froid ou l'angoisse ne le tirent de son sommeil. La vie reprit une forme plus stable. Carol s'occupa du traitement de l'arthrite de Nancy, lui montra des exercices simples pour soulager la douleur. Walter fut présenté à un médecin local, le docteur Patel, qui acceptait de soigner ceux qui n'avaient plus rien, convaincu que la dignité humaine ne devait pas dépendre d'un compte bancaire. Peu à peu, ils cessèrent de vivre dans l'urgence du lendemain. Ils recommencèrent à penser à des semaines, puis à des mois. Leur histoire ne resta pas secrète. Un journal local publia un article relatant le sauvetage de ce couple abandonné par ses propres enfants et recueilli par une communauté de montagne. La photo montrait Walter et Nancy sur le perron du chalet, maladroits, reconnaissants. L'article circula, fut repris ailleurs. Des journalistes appelèrent. Walter hésitait, craignant l'exposition, mais Nancy comprit que leur témoignage pouvait servir à autre chose qu'à leur douleur. Elle accepta de parler, non pour humilier leurs enfants, mais pour rappeler que l'indifférence peut tuer et que la solidarité peut sauver. Le printemps arriva avec ses odeurs de terre humide et de neige fondue. Un matin, alors que Walter coupait du bois près du chalet, le téléphone sonna. Nancy répondit et pâlit. C'était Richard. Il avait lu l'article. Il voulait venir. Le lendemain, une voiture élégante se gara devant le chalet. Richard en sortit, vêtu d'un costume coûteux qui contrastait avec son visage fatigué. Il semblait plus petit, moins sûr de lui. Howard était là, présent sans être intrusif, comme un témoin silencieux. À l'intérieur, la conversation fut longue et douloureuse. Richard parla de dettes, de projets ratés, de peurs transformées en mensonges. Il admit avoir choisi sa propre survie financière au détriment de celle de ses parents.
Nancy ne le laissa pas s'en tirer facilement. Elle expliqua que le plus terrible n'avait pas été le froid ou la faim, mais la certitude d'avoir été jugée indigne d'être sauvée par ceux qu'elle avait mis au monde. Walter parla peu, mais ses mots étaient clairs. La confiance ne se réparait pas en une visite. Ils refusaient désormais de vivre en sacrifiant leur vérité pour préserver une façade de paix. Ils choisirent de ne pas haïr. Non par faiblesse, mais parce que la haine leur aurait volé le peu de temps qui leur restait. Ils offrirent à Richard une possibilité, pas un pardon immédiat, des actes, sur la durée, sans pression, et une exigence, dire la vérité aux autres enfants. Richard repartit sans embrassade, avec le poids de cette responsabilité. Les jours suivants apportèrent d'autres réactions. Lorraine appela en pleurant, cherchant maladroitement un chemin de retour. Les jumeaux vinrent ensemble, d'abord sur la défensive, puis plus silencieux, obligés d'écouter ce qu'ils avaient refusé de voir. Brian, lui, n'apparut pas. Il envoya une lettre polie, distante. Walter la lut une fois et la brûla dans le poêle. Howard posa alors une phrase simple qui resta gravée en lui. Aimer un enfant ne signifie pas lui permettre de faire encore du mal. L'été s'installa doucement. Nancy planta un petit potager près du chalet. Walter construisit des plates-bandes surélevées pour ménager son dos. Il travaillait à la terre, regardait les légumes pousser, savourant cette preuve concrète que la vie pouvait renaître là où tout semblait fini. Autour d'eux, une nouvelle famille s'était formée, non par le sang, mais par les actes. 1 an après leur sauvetage, ils se réunirent tous autour d'une table simple. Des rires, des voix, une présence sincère emplissait l'air. Walter sortit un instant sur le perron et regarda les montagnes, indifférentes et majestueuses. Nancy le rejoignit et prit sa main. Ils avaient perdu beaucoup, mais ils avaient gagné quelque chose de plus solide. Ils avaient appris que même après le pire abandon, il était encore possible de vivre, non parce que le monde devenait meilleur, mais parce que quelques personnes avaient choisi de ne pas détourner le regard. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer la suite de cette histoire et nos nouvelles enquêtes. Écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez et partagez cette vidéo avec ceux pour qui il est important de ne pas perdre foi en l'humanité.